Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vlog lecture. C'est un truc que j'adore faire sur la chaîne, de vous parler pas à pas de mes lectures. J'avais fait ça avec Alain Damasio, j'avais fait ça avec Tolkien, et là aujourd'hui je vais vous présenter un texte qui est un peu à placer par rapport à Tolkien et qui est intéressant de découvrir vis-à-vis de lui. Je voulais simplement vous dire que ce week-end on est aux Imaginales, voilà, donc si vous avez envie de passer, on est dans le parc du château, voilà, les Trois Nains, on est là, avec Émilie Norxen qui a écrit donc Une couronne d'os et d'épines, et Arnaud Cazelle avec sa nouvelle parution Nous regrettons la mort, que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais voilà, donc si Nous regrettons la mort, c'est la nouveauté des Trois Nains qui parle de chasse aux sorcières et d'une jeune femme qui va revenir sur la terre de son enfance pour procéder à la noyade de sa mère, sachant qu'on est dans un monde où la mort a disparu, et donc on est sur une quête de chasse aux sorcières avec deux personnages très différents, une jeune femme et un vieillard qui vont pas forcément s'entendre sur la raison de cette quête. Donc je vous laisse découvrir ça. Si vous aimez les questions qui sont liées à la religion, à la vieillesse, il y a des thématiques assez inédites dans le texte, et ça avait été un véritable plaisir de l'éditer. Je vous présente La Terre mourante de Jack Vance. Alors c'est une édition qui est sortie chez Memnos il y a pas très longtemps. C'est un intégral qui comporte donc un monde magique, Kugel l'astucieux, Kugel Saga, Rialto le merveilleux et une carte de la Terre mourante avec un petit signet. C'est une très belle édition, voilà, comme ceci. Alors qui n'est pas illustrée mais qui est très jolie. J'aime beaucoup les intégrales chez Memnos parce qu'elles sont en plus solides. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter Jack Vance aujourd'hui? Pourquoi j'ai décidé en fait de le présenter notamment en vlog? Parce que c'est une belle bête, il y a de la matière. Le premier texte, Un autre monde, est sorti en 1950, et c'est d'autant plus intéressant que Le Seigneur des Anneaux n'était pas encore publié à cette époque-ci, et donc c'est un texte d'imaginaire qui ne s'inspire pas de Tolkien. Par exemple, Eddings, voilà, ce genre d'auteurs sont totalement héritiers. Il y a aussi eu les héritiers d'Howard avec Conan. Là on est sur un texte qui s'échappe un petit peu de ça et qui va donc être très intéressant de lire vis-à-vis de ce prisme-là, sans influence avec les elfes, les nains, sans le manichéisme, voilà, qu'on peut rattacher à Tolkien, sans les grands thèmes ou les façons de faire pour les personnages, sans l'univers tolkienien. Est-ce que ça va être un univers qui va être approfondi en termes de world building? Voilà, c'est ça moi qui m'intéresse un peu le plus, c'est est-ce que à l'époque, comment on visualisait l'imaginaire, et comment notamment visualiser la fantasy, même si là a priori c'est de la fantasy un petit peu SF parce qu'il y a de la technologie qui est présente. Le pitch est assez simple tout en étant compliqué. C'est un monde, voilà, dans la 4ème de couverture, où on sait que la Terre est à l'agonie, et a priori on va y découvrir plusieurs peuples étranges et immémoriables. Donc il y a des sorciers qui se lancent dans des aventures, et a priori il y a une tournure un petit peu avec quelque chose un peu pas humoristique, mais un petit peu, voilà, ils disent dialogue fleuri, d'alliances tortueuses et sortilèges emplis de choses trappes, et voilà, ils parlent de technologie. Et ils disent, voilà, 15 ans avant la parution de Seigneur des Anneaux aux États-Unis, donc les bases d'une fantaisie haut en couleurs et malicieuse, enrichie par une saga critique quelquefois tragique. Donc voilà, c'est pour ça que le texte m'avait vraiment intéressée et j'avais envie de le souligner. C'est, est-ce qu'il va être un petit peu différent de Tolkien? Est-ce que au contraire il va s'inspirer peut-être des romans médiévalistes, ou sur des choses qui existent un petit peu comme le conte et tout, je ne sais pas. Et surtout, est-ce qu'il va y avoir un côté post-apo? Est-ce que c'est sombre? Parce que là la couverture, a priori avec la 4ème, il y a un truc, à part que la Terre est à l'agonie, là ils ont l'air de dire que c'est un truc un petit peu plus humoristique. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Jack Vance va donner. Même si c'est pas son texte du tout le plus célèbre, hein. On m'a beaucoup plus recommandé de lire Lioness ou Chai, c'est Chai je crois qu'on prononce, mais Lioness c'est son grand classique, et voilà, donc ça va être un petit peu la découverte, même si je compte lire Lioness dans tous les cas parce que je l'avais noté. Jack Vance, c'est un auteur qui me suscitait l'envie depuis longtemps, notamment après des discussions avec des libraires qui me disaient que c'était un peu une expérience de lecture et que c'était hyper intéressant à lire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et on va commencer tout de suite avec les 200 premières pages et on se retrouve. On se retrouve pour cette première partie, on va dire, consacrée à la Terre mourante. J'ai une chaise qui coinque. Voilà, parce qu'elle est très vieille et qu'elle est très usée. Mais j'ai lu donc 200 pages. Je vais faire un point tous les 200 pages, je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux à faire. Il y a un découpage bien sûr en livre dans le texte, mais je me suis dit sinon je vais jamais avancer. Donc j'en suis arrivée à peu près là dans le récit, ce qui fait que j'ai lu
Un monde magique, il me semble que c'est le nom de cette partie-ci. Et j'ai donc commencé, on va dire, l'histoire de Kugel l'astucieux. Voilà, je n'ai pas encore fini son histoire. Alors, la Terre mourante, c'est un petit peu spécial. On va pas se le cacher. Pour l'instant, j'apprécie, mais je suis un peu perdue dans ma lecture. Pas que je comprends pas l'histoire, c'est juste que c'est très désuni comme histoire. Alors, dans un monde magique, dans cette première partie, on va avoir à la base un magicien qui va essayer de faire des recherches, comment créer un être, voilà, qu'il veut un peu à son image, un peu comment créer une femme, voilà, qu'il voudrait avoir. Et on va avoir cette histoire qui va se développer plus en plus avec vraiment des thématiques qui tournent autour de l'amour. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent dans le texte en fonction des récits. Et on va avoir un personnage qui, dans un tome, alors dans un chapitre, va se retrouver totalement oublié ou cité dans un autre, où on va trouver un autre personnage qu'on avait juste cité dans le premier. C'est pas clair, mais bref. On pourrait dire que c'est en fait un espèce de condensé de nouvelles qui est dans un univers où il y a des personnages qui se croisent parfois, et où on ne sait pas où on va. Mais en même temps, c'est assez passionnant. Pour l'instant, je suis très appréciatrice de la plume de l'auteur. Donc j'avance, c'est un auteur qui a écrit, donc ça c'est sorti dans les années 50, et ça m'a fait énormément plaisir de trouver une plume qui est très riche, le vocabulaire est très beau, voilà, donc ça sert vraiment le texte, en plus il y a un texte qui est très porté sur les images et sur les descriptions, notamment il y a beaucoup de descriptions de lieux avec des couleurs très précises, c'est très visuel comme univers, voilà, donc c'est assez palpitant pour ça et assez voilà, grandiloquent. Donc ça c'est hyper cool. Voilà, j'aime beaucoup avoir des mots qu'on retrouve pas dans tous les livres, des tournures de phrases qui ne sont pas bateaux. Voilà, ça c'est hyper agréable et on sent vraiment le style, voilà, de l'ancienne écriture, de l'ancienne époque. Voilà, dans les romans modernes, même les romans chez Gallimard, on n'a plus vraiment ce type de romans qui sont très enrichis au niveau de la langue et ça fait toujours plaisir. Dans le monde magique, j'ai beaucoup aimé aussi un peu les trames qui se nouent. Alors les thématiques, c'est des livres qui parlent beaucoup de l'amour, de la quête, voilà, de l'objet recherché, avec toujours des obstacles. Il y a un petit côté forme de conte en fait, avec un personnage qui va avoir une quête et il va rencontrer des adjuvants et des opposants et voilà, ça va se résoudre avec toujours ce lien en fait avec la Terre qui va mal, avec une sorte de déconstruction du monde, de destruction du monde, et au fur et à mesure on forme un petit peu un monde avec des magiciens, tout en ayant, le soleil vient de se coucher alors qu'il est que 17h, tout en ayant en fait ce côté un peu surprenant de où on va. Quel est l'objet de la quête, et en fait on parle un peu de magie, de technologie, et c'est assez fou. Personnellement, moi ça ne me gêne pas, mais je pense que sincèrement pour des lecteurs où il leur faut une histoire qui va d'un point A à un point B, ça peut être totalement déstabilisant comme roman parce que on est sur quelque chose qui déstabilise, voilà, qui te donne pas les clés d'habituel d'une quête à un point A à un point B où t'as le même personnage. Là on est dans un monde où il y a beaucoup de légendes de contrées différentes et voilà, à chaque fois c'est décrit d'une certaine manière où ça enrichit l'univers, mais on n'est pas sur un récit, si on peut le comparer à Tolkien parce qu'il a été un peu comparé, ça a été publié avant le Seigneur des Anneaux. C'est un univers où on est totalement presque à l'opposé du fait d'avoir une grande quête avec des élus et tout ça et qui doivent accomplir quelque chose. Là on est sur des histoires de personnes qui font évoluer le monde. Donc cette partie-ci était sympathique, même si je dois dire que le roman est assez redondant dans ses thématiques, dans le traitement, voilà, de l'histoire, c'est toujours un petit peu la même chose. Voilà, ça c'est un petit peu dommage parce que en même temps c'est assez sarcastique, on traite de thèmes qui sont très riches, hein, on va vraiment sur une globalité, les paysages sont magnifiques, les personnages sont assez impactants pour certains, même si on les croise que quelques fois, mais c'est redondant et tu te dis on va où, voilà, donc c'est pas forcément hyper palpitant tout le temps. Donc ça c'est vraiment pour un monde magique, et surtout alors bien sûr, il faut remettre dans le contexte, et ce texte est à voir dans le contexte aussi d'une publication pré-Seigneur des Anneaux, ce qui en fait quelque chose d'assez extraordinaire de voir que c'est autant abouti en fait, qu'il y a vraiment un monde qui est créé et qui est un peu en dehors des clichés habituels en fait de la fantasy, on est sur quelque chose de totalement différent. Et par contre on est dans les années 50, on est dans les années 50, écrit par un homme, et le portrait des femmes est catastrophique dans le récit, hein, on va pas... Je pense qu'il faut simplement le signaler, parce que même s'il y a le contexte, il y a bien sûr la réception, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais la réception c'est aussi important que le contexte, donc ce qui fait que en tant que lectrice, c'est assez abominable à lire, hein, quand tu vois que la nana est quand même créée de la main de l'homme, voilà, et en fait, le texte sous-jacent, c'est un peu sois une belle fille, tais-toi et suis le héros, et celles qui sont un peu en colérique et tout ça, c'est le mal incarné et tout.
Donc voilà, et puis c'est toujours un peu la jeune fille à sauver, voilà, qui se fait arracher le pouvoir et qui suit le héros. Donc voilà, le portrait des femmes, tout même sur le physique et tout, c'est assez catastrophique de notre point de vue. Bon, ça répond au point de vue de l'époque, qui est quand même pas toujours très agréable à lire. Mais l'amour dedans, alors c'est un amour qui est très... années 50 aussi, hein, mais il y a des belles histoires d'amour. Voilà, ça se tient bien. Il y a notamment tout un texte qui est un peu, je trouve, une réinterprétation de La Belle et la Bête d'une certaine manière, avec un homme qui a une malédiction. En fait, il y a un côté conte dans le texte qui est assez... ouf, et je pense que c'est vraiment une inspiration sous-jacente. Il y a des personnages qui sont vraiment nuancés et tout, mais voilà, le contexte fait que c'est un peu pesant, c'est un petit peu pesant, et l'utilisation de certains termes sont un peu glissants actuellement, on va pas se le cacher. Mais voilà, donc première partie de Un Monde Magique, assez sympa, avec tous ces points de vue en fait qui sont liés et déliés en même temps, qui construisent un peu l'univers, qui à chaque fois vont tirer une morale, alors une morale qui est parfois un peu bien pensante, mais qui est agréable à suivre, voilà, qui est pas super compliquée. Il y a du très beau vocabulaire pour un texte qui est quand même facile d'appréhension. Là, j'ai commencé à aller lire Kugel l'impétueux, Kugel je ne sais plus, donc le personnage de Kugel, qui est là, je trouve qu'on est totalement dans le récit de chevalerie. C'est-à-dire que c'est un peu bête, mais on a un personnage en fait qui va avoir une mission au début, je crois que c'est une sorcière qui lui confie quelque chose, et il va y avoir que des obstacles sur son chemin, donc il va se rendre à un endroit, il va devoir à chaque fois affronter un obstacle de différentes natures, avec bien sûr de la magie, de la technologie. On retrouve les thématiques qui sont... apporté avec vraiment les romans de chevalerie, c'est-à-dire que c'est un preux, en même temps il est assez rusé, il rencontre des femmes magnifiques qui essayent de le séduire et de le faire à l'envers un petit peu, voilà, comme les fées à l'époque. Bref, c'est assez intéressant en fait d'un point de vue, je trouve que celui-ci est beaucoup plus médiévaliste que les autres. Là, on est sur une trame, alors je pense qu'il est beaucoup plus simple de suivre parce que c'est l'histoire de Kugel en fait, et Kugel on le suit toute son avancée. Bien sûr, là, il vient de rencontrer une nana, ils viennent de partir, je ne sais plus où. J'ai l'impression que Kugel va être un personnage, parce que c'est Kugel Saga après, qui va être un personnage qui va un petit peu être le personnage... principal du récit. Peut-être que la première partie était là pour placer le monde, les enjeux, le fait aussi que c'est la Terre mourante, que la Terre, les hommes et tout s'entre-déchirent, qu'on se retrouve un peu même dans un côté un peu post-apo, hein, des fois dans tout ce qui est visuel et tout, avec un côté très magique et très sympa. Et voilà, donc là ça va peut-être être plus construit, mais pour l'instant je trouve ça beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus facile. Même si Kugel est le personnage, c'est le preux, voilà. Faut dire ce qui est, on est sur un récit des années 50 qui a déjà un bon, je trouve, world building. Le world building est super chouette. Voilà, il y a vraiment plein de réflexions. Quand on voit que maintenant il y a plein de romans de fantasy où le world building est pas assez traité, à l'époque il avait déjà compris que c'était quand même une base pour l'imaginaire. Voilà, il y a des thématiques, des personnages qui sont divers, variés. Il y a des choses qui ressortent du texte, voilà, on a des réflexions et tout ça, on a vraiment une imagerie qui est super cool, avec beaucoup de développement, il y a un système magique, il y a plein de choses, franchement, ça pose la base de plein de choses. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant au niveau de l'époque à suivre, quoi, parce que tu te dis... le gars il avait pas forcément des bases quoi pour s'appuyer dessus quoi, c'est pas un héritier de Tolkien, et c'est ça qui en est d'autant plus intéressant. Il y a un côté un peu humoristique dans le texte, un peu décalé, et moi j'ai beaucoup aimé parce que derrière des situations, derrière des situations qui sont plus ou moins tragiques, hein, de cette terre mourante, il y a vraiment des thématiques, en fait, des fois tu te dis c'est hyper moderne en fait, la façon... C'est bien, c'est pas que presque en plus de 50 ans on n'a pas changé en fait sur les thématiques, hein. C'est ce qui en est ce qui fait un peu peur, hein, pour le coup, mais c'est intéressant à lire pour le coup, et rien que la plume vaut le détour, et j'ai hâte de voir comment va avancer l'histoire de Kugel, en sachant que c'est un livre que j'aime bien, je prends du plaisir à lire, mais je sens que ça date énormément et qu'il y a pas mal de choses qui me hérissent le poil, et ce qui est normal, et qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà vues maintenant. Mais en même temps, c'est normal, je veux dire, c'est normal que c'est déjà vu, c'est à la base, voilà. Donc quand on s'adresse à la base, on est obligé de le juger comme quelque chose à la base de quelque chose. Et j'ai hâte de voir si on va un petit peu peut-être développer le côté écologique, ou j'en sais rien, un peu plus la fin du monde. Il y a des scènes qui sont très percutantes, mais Kugel, voilà, ça a l'air d'être vraiment le début du roman, tout doucement. C'est un livre qui me déstabilise assez, hein, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça, je pensais quelque chose de beaucoup plus simple en termes de world building, voilà, quelque chose de très très classique. C'est classique, mais en même temps c'est très novateur sur certaines choses, et on voit qu'il a inspiré de pas mal de choses, et en tant que littéraire c'est hyper agréable de voir en fait un peu tout le travail
tu vois qu'il a des bonnes bases derrière et qu'il s'inspire de beaucoup de choses de la littérature. Et je pense sincèrement aux amateurs d'Erikson qui pourraient aimer ce genre de texte parce que on voit que c'est des auteurs qui sont à world building, c'est quand même ouf. Alors c'est pas autant qu'Erikson, mais il y a quand même un bon début comme Tolkien, hein. Mais là on est sur quelque chose avec plein de noms, de drop name, voilà, moi j'aime bien, tu vois, ce genre de pratique, donc vraiment à suivre. Pas déçue et j'ai envie de le lire. Voilà, j'avais envie de le lire d'un coup, mais là il faut que je fragmente avec la vidéo. Mais c'est une expérience pour le coup, et j'aime bien les livres qui me déstabilisent comme ça par le fait qu'ils sont pas dans la chronologie habituelle ou pas dans la construction habituelle de romans de fantasy, et même si je vous dis ça, c'est un livre qui est compréhensible à la lecture. Et ça donne envie de lire la suite en fait, parce que je pense que Lioness par exemple, c'est un peu son texte le plus accessible, donc là j'ai l'impression de pas avoir commencé avec le Jack Vance le plus simple, mais c'est perturbant et c'est vraiment agréable. Pour l'instant j'aime beaucoup. Je vous en dirai plus je pense à la page 400, parce que là j'en suis à la page 200, pour vous dire si l'histoire de Kugel apporte beaucoup de choses ou si on est vraiment dans la répétition comme One Piece, vous voyez, c'est une comparaison, mais on va à un endroit, il y a des obstacles et ça se répète, voilà, sur le schéma narratif. Moi c'est ce que j'ai un peu, c'est pour ça que j'ai décroché à One Piece, hein, beaucoup plus jeune, c'est parce que je trouve ça très répétitif dans la construction scénaristique, et là il y a un petit côté comme ça, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que il y a un côté miroitant, magique, assez enfantin, et en même temps des thématiques qui sont approfondies, un peu de malice, en même temps des choses qui sont graves. Bref, c'est un mélange de tout ça qui en fait quelque chose d'assez détonnant. Étonnant, waouh, et détonnant comme une explosion. Voilà, les deux, je préfère faire la différenciation, mais vraiment cool. Donc là, pour tout vous dire, je vais m'y mettre et on va bientôt se retrouver pour la page 400. Je vous reviens avec la deuxième partie le lendemain du moment où je filme, on doit être le 26 avril. Alors, c'est la page combien? La page 425, et la dernière partie sera un peu plus longue parce qu'elle fait presque 700 pages, donc je vais peut-être lire 300 pages, mais en découpé en 3 parties, je pense que c'est suffisamment intéressant. Cette deuxième partie, on est vraiment sur l'histoire de Kugel, dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans la première partie, qui va partir d'un point A pour une mission, et en fait ça va l'emmener à chaque fois dans plein d'aventures différentes, de tout type. En fait, un chapitre va présenter une aventure, voilà, un petit peu différente, avec soit un nouveau pays, soit des nouveaux personnages, soit des nouvelles thématiques. On a par exemple à un moment toute une dénonciation de la religion, où par exemple ils sont en train de jouer à un jeu, et on voit qu'en fait les prêtres sont pas ouf, voilà, en termes de générosité et tout ça, et on a des quêtes. Alors ça m'avait très pensé à Monty Python, mais ça n'avait rien à voir, mais c'est juste qu'on pourrait faire un lien entre les deux. Mais à un moment il y a un personnage qui leur dit lequel d'entre vous est le pire d'entre vous, et tout le monde est en train de dire non, moi j'ai fait des bonnes actions, parce que il y en a un qui dit bah non, mais en fait on est tous des personnes horribles, voilà, on est des religieux horribles. En fait ils sont laissés passer parce que le mec a été voilà, véridique dans ses propos. Donc voilà, on a plein de thématiques qui sont traitées, avec des nouveaux personnages, avec ce qui est assez intéressant, que je trouve que c'est beaucoup plus cynique et beaucoup plus sarcastique dans ce tome-ci, parce que Kugel, c'est comme je vous avais présenté le personnage du chevalier, mais c'est un chevalier filou, c'est-à-dire que il ment, il est capable de tricher, voilà, c'est un espèce de pas de contre-héros d'une certaine... Oui, un contre-héros d'une certaine manière, et c'est ce qu'en fait un personnage intéressant, tout en ayant vraiment aussi des qualités du chevalier. À un moment, il y a un personnage qui est dans la panade, il va essayer de le sauver, même si ça se finit mal, il essaye de le sauver. Donc voilà, on est face à un personnage qui est capable un peu de tout pour arriver à ses moyens, et ce qui en fait un récit qui est assez drôle et assez coloré, avec des thématiques qui sont un peu plus approfondies. J'ai bien aimé, c'est que le sarcasme, en fait, il est vraiment présent jusqu'à la fin du roman, où en fait tu te dis bon c'est bon, il a réussi sa quête, et il y a un bouleversement qui conduit donc à la deuxième partie que je suis en train de lire, qui est donc Kugel Saga. Voilà, là on a Kugel, mais on a aussi d'autres personnages qui sont très très importants, voilà, on le suit, on est face à tout un groupe de femmes. Bon, le portrait des femmes, je vous l'ai dit, ça s'améliore pas, mais voilà, des femmes qui se comportent très très mal, et voilà, qui essayent de séduire un peu Kugel aussi d'une certaine manière. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ce livre, moi j'étais persuadée en le lisant au début, au vu de la couverture et tout, qu'on serait sur un truc un peu post-apo, et ça n'a rien à voir. On est vraiment sur de l'imaginaire un peu, j'irais pas jusqu'à l'humour, mais un peu moqueur, avec vraiment beaucoup de
de choses qui sont traitées en toile de fond et qui est très coloré. On est moins dans les choses visuelles que la première partie. Là on est plus dans le dialogue et dans les choses un peu plus épicées, dans le dialogue plus critique. On est moins aussi dans la figure de conte, plus pour le récit d'aventure. Voilà, en fait ce qui est assez intéressant c'est que j'avance, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie ce mec là. C'est un homme qui met beaucoup d'influence littéraire dans ses textes. À un moment on a tout un texte sur la pastorale. Alors pastorale c'est un genre littéraire, voilà, il y a tout un passage sur la pastorale qui est quelque chose qui était très présent aussi au Moyen-Âge, donc on a vraiment cette empreinte du Moyen-Âge qui est retravaillée et ça c'est hyper chouette. Bon la pastorale, voilà, tout le monde verrait pas l'empreinte du Moyen-Âge, mais moi ça me plaît beaucoup en fait d'avoir plein de petites références ainsi dans le texte, d'avoir ces brins d'humour un peu cassants et un peu horribles parfois qui sont assez intéressants. Et là on est reparti, vraiment j'ai adoré la fin, comment ça se passait. Je pense que vraiment la deuxième partie de comment s'appelait cette partie de Kugel l'astucieux est ce que j'ai préféré, parce qu'en fait là on est vraiment dans une histoire complète, on n'est pas sur ces morceaux où c'est entremêlé, où tu sais pas trop où ça va. Là il y a une histoire, alors à chaque fois on sait pas où ça va, c'est à dire que il va nous dire le Kugel va devoir retourner à un point, voilà, ça c'est la suite directe de là où il veut aller, et on sait pas trop où ça va à chaque fois, et comme il rencontre des personnages que ça se bouleverse, en fait à chaque fois tu sais pas jusqu'où ça va aller, donc assez intéressant, et un personnage qui est attachant sans être un truc un peu trop niais ou un truc un peu trop typique c'est le bon et le mauvais. Donc, si on peut faire un comparatif avec Tolkien qui est très manichéen sur ses représentations, là on est sur quelque chose de beaucoup plus nuancé, un peu plus critique aussi, c'est plus frontal en fait en termes de critique. Tolkien, il faut faire de la... Sous le texte, il y a plein de choses qui sont traitées, mais il y a quand même un travail d'introspection. Là, le travail d'introspection, il se fait... l'auteur te tend quand même la main pour avoir, voilà, je critique ça, je critique ça, je critique ça, des choses qu'il y a à son époque, bien sûr. La deuxième partie était beaucoup plus facile à lire. J'ai pas trop envie non plus de vous raconter l'histoire en fait, parce que là c'est toujours le problème des vlogs lecture, c'est ce que j'en ai retiré sur la plume et tout, ça reste toujours de la très bonne qualité, mais là on est sur un film narratif beaucoup plus complet qui n'est pas non plus une histoire très complexe à suivre. Voilà, c'est un livre qu'il faut prendre dans sa globalité d'écriture des années 50. Ce que je peux en retirer aussi, c'est que c'est un livre qui prend son temps et qui peut être un petit peu ennuyant à la lecture. Alors c'est à dire qu'il y a des grandes scènes où c'est assez répétitif en termes de repas, les personnages parlent beaucoup, il y a peu d'action, et en fait ils parlent mais ça ne suscite pas non plus un truc qui te donne envie de lire la suite, donc ce qui fait que de notre point de vue de lecteur moderne ça peut être un petit peu plan-plan et long, et te dire bah en fait il y a tout ça qui se passe pour juste ça en scène d'action, en fait ça manque assez d'action, donc les moments où il y a de l'action t'es en mode... tu sautes dessus, mais c'est totalement à l'opposé de ce qui est fait actuellement en imaginaire, donc c'est ça qui est assez drôle en fait à voir. Mais ouais, non, c'est des moments où tu te dis les pages de repas, alors c'est assez intéressant quand il décrit les peuples et tout, parfois il les décrit aussi d'un œil un peu d'homme des années 50, hein, voilà. Que les débuts sont longs à se mettre en route, tu vois, là je suis au début de Kugel Saga, et voilà, on avance, mais c'est assez long, c'est... voilà, on sait pas où on va, mais on y va, donc autant y aller. Donc pour l'instant c'est un livre qui est sympathique à lire, hein, j'aime bien, voilà, il y a pas mal de choses qui sont très positives, mais c'est assez plan-plan, voilà, c'est assez plan-plan, et ça date beaucoup, ça se sent notamment dans les représentations. C'est un truc tout bête, hein, mais les personnages vertueux féminins vont être beaux et polis et tout ça, à l'exception de 2-3, mais c'est parce que elles sont représentées avec des atours qui sont négatifs dans la littérature européenne. Là, dans cette deuxième partie, par exemple, les personnages féminins négatifs sont tous représentés comme moches, gros et pas forcément je me tais, tu vois, ce sont des personnages de pouvoir. Là par exemple il y a plein de femmes qui sont représentées, les femmes de pouvoir et qui sont pas belles, voilà. Mais bon, c'est une autre époque, hein, c'est une autre époque, mais c'est assez drôle de voir que c'est aussi un peu grossier comme ça, comment c'est traité. Mais voilà, et puis le personnage principal me fait rire parce que toutes les filles ont envie d'être avec lui, hein, donc on est vraiment sur des clichés qui datent, mais pour les amateurs de fantasy, on va dire plus classique, ça peut plaire. Bon, bah j'ai terminé La Terre Mourante, j'ai enfin terminé Le Gros Bébé. Je l'avais laissé donc sur 2 premières parties, j'ai lu donc cette dernière partie qui était un peu la plus grosse, qui comportait donc la deuxième partie du cycle de Kugel, la partie sur Rialto le Merveilleux.
Alors, sincèrement parlant, autant j'avais bien aimé les 2 premières parties, j'ai bien aimé aussi la continuité du cycle de Kugel, même si je l'ai trouvé un petit peu en deçà quand même du premier cycle, parce que c'est hyper répétitif. Voilà, c'est des petites aventures qui lui arrivent pour aller en fait de ce point A à ce point B, toujours dans la même lignée. En fait, j'ai réussi à mettre un peu le doigt sur ce qui m'a un petit peu moins plu dans cette dernière partie et ce qui est aussi applicable à l'autre cycle avec un nouveau personnage. C'est bien de redécouvrir un nouveau personnage. C'est que c'est un récit qui est assez dans l'humour. Voilà, même si en fait la couverture ne prête pas du tout hommage à ça. C'est vrai que la couverture, quand j'ai commencé le bouquin, je m'attendais pas du tout, parce que j'avais pas forcément lu la 4e, à ce que ça ait ce côté humoristique. Voilà. Et c'est un humour qui parfois fait mouche, parce que par exemple dans Kugel, j'avais bien aimé le fait que le personnage soit un héros un petit peu anti-héros, qu'il est un peu sarcastique et un peu malin et vicieux d'une certaine manière. Rialto, c'est pareil, c'est des personnages héroïques qui sont peints un peu comme des sortes de chevaliers, voilà, des sortes de sorciers qui sont là pour leurs aventures, mais avec un côté où ils font aussi un petit peu le mal, voilà. Et c'est le cas aussi, c'est que même quand l'ouvrage se termine, ils font pas forcément des actions hyper sympathiques. Voilà, on est sur un récit où il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture, beaucoup de blagues. Simplement, au contraire de Terry Pratchett, où la blague, je trouvais qu'elle était réfléchie, voilà, il y avait quelque chose derrière. Là, il y a un espèce d'humour parfois un petit peu, je dirais, potache, avec des grands guillemets. C'est un humour où je suis un petit peu moins conquise. Voilà, et c'est peut-être parce que l'humour date d'un petit peu et que ça m'a un petit peu gênée à la lecture, c'est possible. Mais c'est vrai que dans cette 3e partie, j'ai l'impression d'avoir eu une répétition en fait de la 2e partie, avec vraiment le schéma de un personnage a des aventures et il a plein de petites aventures. Rialto, c'est plus un personnage, un sorcier qui répond un peu à des commandes. Il y a tout un truc avec des pierres qui est développé, ça c'est un peu sympa, il y a un côté un peu pierre runique à chercher et tout. Il y a toujours ce côté très visuel, mais c'est vrai que l'humour est un peu moins pertinent et c'est hyper répétitif. On voit que l'auteur, il a des tics d'écriture, notamment il y a beaucoup de scènes de repas et j'en pouvais plus. Ces scènes de repas, j'en avais marre de ça. Les personnages, notamment Kugel et Rialto, se ressemblent un petit peu en fait. On est un peu sur le même type de personnage, le même type d'aventure. Et autant je trouvais que dans la première partie, il y avait un côté poétique, il y avait un côté un peu réflexif, sarcastique. Là, on est plus dans la blague, j'ai un peu moins accroché. Alors ça peut s'expliquer aussi par le fait que j'ai lu cette 3e partie de façon un peu plus hachée, parce que je travaille 7 jours sur 7 en ce moment. Donc j'ai pas trop le temps en fait de lire à la suite pendant très très longtemps. Donc là, il a été en pause pendant quelques jours, j'ai repris. Voilà, c'est un truc, c'est que l'univers, si on peut conclure ça, l'univers me plaît, voilà, parce qu'il y a un gros world building, c'est pas mal creusé avec différents peuples, voilà, plein de personnages différents. On voit qu'il y a de la matière, c'est assez impressionnant, tu vois, à l'époque de se dire que il y avait un univers qui se tient avec beaucoup de richesses autour. Avec des dieux, des sociétés qui se tiennent, il n'y a pas ce problème-là. Il y a la plume qui est excellente et ce qui est vraiment pour moi la justification du fait que je lirais Lioness par exemple, parce que même si ce livre ça a été une lecture que j'ai bien aimée mais sans plus, notamment dans cette dernière partie, parce que la première partie j'avais plutôt bien aimé, c'est plus le ton du récit, le fait que ça soit plus des micro-romans dans le roman, avec presque parfois des nouvelles dans le roman, quand on voit en fait c'est une succession en fait de petites aventures. Je pense que ça me plairait plus d'avoir un Lioness où a priori c'est plus un roman avec une histoire complète. Le fait aussi que j'ai été déstabilisée par la couverture, parce que moi je pensais à un truc un peu sombre, en fait c'est pas vraiment sombre, c'est plus humoristique, un petit peu on se moque des personnages et de la tournure scénaristique. Voilà, on est un peu dans quelque chose où à chaque fois ça tourne, ou ça tourne de façon pas très prestigieuse, notamment par les personnages, ça c'est assez intéressant. Lisant énormément de fantasy, voilà, c'est pour moi du vu et du revu, et c'est pour moi la base un peu des clichés. Il y a aussi un petit côté cliché de l'imaginaire qui est représenté dedans, voilà, avec plein d'inspirations mythiques qui sont remises. Beaucoup moins passé dans cette dernière partie, il y a des bons éléments qui sont liés au world building,
et parfois aux personnages, mais c'est vrai que en plus il y a une tonne de personnages, on rencontre plein de personnages, en fait on n'approfondit pas les choses. Voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a plein d'aventures, mais on n'approfondit pas les choses. Le héros, on sait qu'il va s'en sortir à peu près à la fin, voilà, il va toujours lui arriver quelque chose, et à chaque fois c'est oh il s'en sort, et en fait non, il y a un renversement qui fait que bah il s'en sort pas, donc voilà, ça crée de nouvelles problématiques et tout. Et pareil, la Terre mourante, en fait, moi je pensais que même la fin, en fait, on se moque un peu du lecteur en lui donnant pas forcément ce qu'il a envie, et c'est déstabilisant, voilà, c'est déstabilisant. C'est pas forcément le genre de lecture qui me marquera le plus. Sincèrement, j'étais un peu contente de l'avoir fini. Même si Rialto a redonné un petit souffle parce qu'on avait un nouveau personnage et qu'il y a tout ce contexte avec voilà, un nouveau système, on se moque pas mal de la sorcellerie, des sorciers, tout ça. En fait, ça dénonce pas mal de choses, mais si je peux faire le pont avec Terry Pratchett, parce que je pense que ce livre, pour moi, souffre de ma vision en fait de Terry Pratchett, c'est que Terry Pratchett allié l'humour a vraiment une grosse réflexion derrière. Il y a quand même beaucoup de réflexion derrière. Là, il y a de l'humour et la réflexion est pas toujours pertinente, ou du moins elle est moins exploitée. Un petit peu déstabilisée. Par contre, c'est un récit qui vaut vraiment le coup, rien que pour sa première partie sur Kugel, je trouve, et notamment la première partie qui correspondait donc aux nouvelles, que j'ai beaucoup aimé en fait, avec le temps, quand on approfondit, donc un monde magique que j'ai vraiment apprécié. Et ce qui est appréciable avec ce roman, c'est que il y a presque rien en fait de Tolkien dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est que on voit peu l'influence de Tolkien, que ce soit au niveau des créatures fantastiques. Voilà, on est sur des humains et d'autres créatures un peu humanoïdes, voilà, mais on n'est pas du tout sur les elfes, les nains. On n'est pas du tout sur la même manière de faire le world building. En fait, Tolkien va beaucoup expliquer les choses. Là, on va te drop name un peu, tu sais. On va te lancer les trucs comme ça et pas trop réfléchir. Tolkien, c'était pas vraiment humoristique. Là, on est plus dans l'humour, on est moins dans la dichotomie bien, mal. Voilà, on est sur quelque chose de très très différent, et rien que pour ça c'est une expérience de lecture, et c'est intéressant de lire en fait, de voir comment l'imaginaire a été pensé un petit peu aussi avant Tolkien. Je préfère Tolkien parce que je trouve que l'univers est beaucoup plus exploité et c'est quelque chose qui me parle plus, mais je pense que c'est un des intérêts du livre et que je vous laisse découvrir, parce que sincèrement je pense que ma lecture a souffert du fait que je n'ai pas pu m'y plonger comme je le souhaitais, le temps que je vous le souhaitais, voilà, parce que je suis débordée en ce moment. C'est un auteur que je découvrirai que je redécouvrirai notamment, c'est Lioness, mais c'est Chai aussi que j'ai vraiment envie de lire, donc voilà, c'est ces deux textes-là, et je vais vraiment découvrir, parce que La Plume m'a fait énormément de bien. C'est un truc qu'on lit plus vraiment habituellement, et ça c'était hyper cool. L'édition est superbe, et voilà, donc je vous laisse vous faire un avis. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur Jacques Vance en général, et sur la Terre mourante si vous l'avez lu, sachant que je n'ai pas vu d'autres critiques en fait sur ce livre, donc je serais assez curieuse de ça, et voilà, donc peut-être que vous êtes plus alerté sur ça, plus sensible que moi sur les questions peut-être humoristiques, moins sensible sur la répétitivité du texte, et ça je serais très intéressée pour en discuter. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog lecture qui sera, je pense, sur Ursula Le Guin pour le mois prochain, mais ça sera une surprise.